Bonjour à tous. Vous n'avez pas pu échapper à cette information. Charlie Kirk a été assassiné d'une balle lors d'un débat qu'il avait avec certains de ses opposants sur un campus de fac américaine. Séquence qui a entraîné un véritable séisme dans la vie politique américaine. Et nous avons attendu que ce séisme se soit un tout petit peu calmé pour revenir sur cette séquence, et en particulier sur la séquence du pardon qui a suivi cet assassinat, en particulier puisque la femme de Charlie Kirk, Erica Kirk, a donné une sorte de discours de pardon devant un stade entier rempli pour l'occasion et qui a accueilli notamment Donald Trump et Elon Musk. Et elle a dit en particulier cette phrase: « J'ai dit à notre avocat, je veux que le gouvernement décide, je ne veux pas que le sang de cet homme soit sur mon compte, parce que quand j'arriverai au paradis, Jésus me dira, œil pour œil, c'est comme ça qu'on fait, et ça m'empêchera d'aller au paradis, d'être avec Charlie. » Radu Stoinescu, tu es avec moi pour discuter un petit peu de cette séquence émotion, et on va parler de ça notamment parce que en fait ça a fait remuer en nous aussi un certain nombre d'interrogations qu'on a peut-être par rapport au monde un petit peu communiste, avec une notion un petit peu dévoyée du pardon, du remords, des interactions de justice qui sont centralisées par l'État. Voilà, j'ai trouvé que c'était une séquence intéressante, j'ai trouvé que cette phrase était intéressante, et je me suis dit qu'on allait peut-être en discuter ensemble. Déjà, est-ce que tu vas bien, mon cher Radu ? Oui, écoute, merci, bonsoir à tous, bonjour à tous. Écoutez, oui, je vais bien, mon cher Moss. Je vais pas dire que je suis en train de finir les scrutins parce que je l'ai déjà dit plein de fois. Donc, si, c'est... mais ça m'a l'air d'être un peu sisyphien comme tâche. On est d'accord, tu remontes là. Oui, non, mais là, en fait, voilà, on va spoiler un petit peu. Alors, mon correcteur m'a envoyé donc un PDF qui fait 550 pages, mais dans un format qui est, disons, comment dire, un tiers plus grand que celui que nous avons d'habitude. Donc voilà, c'est un livre monstrueux. Enfin, en fait, il y a 3 livres. En fait, il y a 3 livres en un, en fait. Donc voilà, tous les tipeurs qui ont contribué, je les remercie du fond du cœur. Mais ils vont avoir un cadeau en quelque sorte, parce que ils vont avoir 3 livres pour le prix d'un. C'est véritablement un livre très important. J'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler dans le détail. Et peut-être même déjà ce soir, parce que il est très ambitieux et il traite de nombreux thèmes toujours d'actualité. Mais voilà, en tout cas, voilà où j'en suis du point de vue du travail pour Carmin. Donc je rassure tous ceux qui nous suivent, les livres sont en fabrication et on vous donnera, j'espère, très vite des nouvelles de leur envoi. Et donc pour le thème du pardon, du communisme, de l'empathie, du ressentiment, oui, moi il me semble que cette affaire malheureuse, le drame qui a touché la famille Kirk, l'assassinat de Charlie Kirk et l'émoi que cela a causé à travers l'Amérique et puis un petit peu aussi dans le monde, me semble une occasion d'approfondir de nombreuses idées philosophiques et religieuses. Et parce que je pense qu'il y a énormément de confusion sur ces sujets-là, et j'espère que j'apporterai quelques maigres lumières sur ces thèmes, puisque ce sont mes thèmes de prédilection. Enfin, moi, je me suis beaucoup... Toi, tu le sais, mais ceux qui nous écoutent ne savent pas. Mais en fait, j'ai énormément étudié l'anthropologie religieuse, les religions, en particulier les religions indiennes, l'islam. J'ai vraiment travaillé très en profondeur sur tous ces thèmes-là. Et donc, et le thème du pardon dans le christianisme, je pense que c'est un des thèmes les plus dévoyés. Je pense que pour dire que non, Chesterton, c'est une des fameuses idées chrétiennes devenues folles. En vertu devenue folle, parce que c'est le pardon, il devient fou quand il est disjoint. Parce que c'est ça un peu l'idée de Chesterton.
c'est une vertu de pardonner, mais qui est disjoint un petit peu du reste. Et je pense que cette histoire de Erika Kirk illustre parfaitement cette disjonction, à mon avis, du pardon, de tout le reste. Tout le reste est... Oui. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de gens en France, moi, de ce que j'ai pu voir, qui ont très mal réagi à cette séquence. Alors, en disant le plus souvent qu'ils trouvaient que c'était un peu abusé de pardonner aussi vite, que ça envoyait un signal de faiblesse. Il y a beaucoup de gens qui se sont plaints que ça donnait l'impression que, quelque part, même après s'être fait assassiner, les gens allaient encore s'excuser de s'être fait assassiner. Et je comprends c'est pas excusé quand même, la pauvre. C'est pas excusé non plus. Je pense que c'est intéressant parce que je crois que c'est un peu une surréaction au fait que justement la notion de pardon a été détournée de son sens premier. C'est-à-dire qu'il y a une collusion déjà entre ce qui relève d'un pardon individuel et ce qui relève d'un pardon collectif. Il y a beaucoup de gens qui se sont dit que, en l'occurrence, c'était une sorte d'excuse adressée de manière publique et collective, alors que moi j'ai l'impression que c'était plutôt une démarche individuelle. Et en tant que démarche individuelle, je dis pas que je l'approuve, mais au moins je la respecte. Et je comprends que quelqu'un qui serait dans une logique chrétienne dise « moi je pardonne », pas pour le regard des hommes, mais pour le regard de Dieu. Et en fait, je crois que c'est cette distinction qui a un petit peu disparu chez pas mal de nos contemporains qui sont pas forcément très religieux, c'est qu'ils ont l'impression que tout se passe à l'échelle des hommes. Alors que le chrétien, et je pense, j'ai toutes les raisons de penser que Erika Kirk est très versée sur tout ce qui est religieux, le chrétien se préoccupe du regard de Dieu, en fait. Et d'ailleurs, c'est ce qu'elle dit dans l'extrait qui a ouvert cette séquence, c'est que, quand je l'ai lu, elle se préoccupe de son paradis, en fait. Oui, elle s'occupe du salut de son âme, ce qui est louable et qui, à mon avis, ce qui devrait tarauder un peu plus nos contemporains. Je fais une petite incise ici. Je crois que véritablement, il y a les deux catégories d'hommes. Il y a ceux qui ont des pistolets et ceux qui creusent, comme disait l'autre. Enfin, non, il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui pensent qu'effectivement, ils ont une âme immortelle. Et là, à partir de là, il y a le monde, la façon dont ils voient le monde et ce qu'ils font va prendre une autre saveur. Parce que si l'enjeu de leur décision est véritablement un enjeu éternel, ben là, les choix se font autrement. Si on considère qu'on est mortel et que rien ne se passera après la mort, bref, si on considère que nous, on n'est pas très important, c'est pour ça que, après, c'est normal de considérer que la nation, l'État sont plus importants, plus durables, et donc qu'on va se préoccuper de tout ce qui se passe dans le domaine public, politique, beaucoup plus que ce qui se passe dans le domaine métaphysique, religieux. Et ça, c'est véritablement c'est un choix combinatoire de chacun. Et ça, c'est même... Bon, je m'inspire bien sûr de C.S. Lewis qui a très bien formulé ça. Si vous considérez que vous avez une âme immortelle, eh bien, l'État, la France, l'Europe, les États-Unis, toutes ces choses-là passeront. Par contre, vous, votre destinée éternelle ne passera jamais. Donc ça c'est et donc l'État, l'Europe, la France, les nations, tout ce pourquoi on se bat, en fait c'est secondaire par rapport au fait de se battre pour être quelqu'un d'honorable éternellement, pour le dire comme ça. J'essaye de traduire dans un langage un peu laïque ce que ça voudrait dire le salut de l'âme, parce qu'à mon avis c'est une expression un petit peu opaque, donc je vais essayer de ne pas l'utiliser pour que les choses soient un peu plus vivantes. Donc je pense qu'il y a un choix véritablement combinatoire. Est-ce qu'on se préoccupe avant tout de son âme éternelle, ou bien on s'occupe sinon de l'État, de la France, de l'Europe, de la puissance de la France, de la puissance de l'Europe, de la puissance des États-Unis. Enfin, et je crois que à partir de là, ça,
les choses prennent une autre lumière. Mais je pense que quelque part, nous, pour beaucoup de nos contemporains, ce qui pose problème, c'est que précisément, il y a une partie de cette équation qui est pas du tout familière pour eux. C'est ce côté salut de l'âme. Enfin, même la simple idée qu'il existe une espèce de substance qui est au fond d'eux et qui a une durée éternelle, ça c'est quelque chose qui, je pense, se fait un peu disjoncter pas mal de gens qui vivent un peu au jour le jour, qui sont dans une certaine matérialité et qui sont très, très heureux avec ça, en fait. Très heureux, c'est pas clair. Moi, je pense que véritablement. Non, mais je pense que comme disait encore C.S. Lewis, joy is the serious business of heaven. La joie, c'est l'affaire la plus sérieuse du ciel, justement. Je pense que si on ne pense pas être immortel quelque part, je pense que on peut pas avoir une joie pleine, en fait. Donc, même si on saupoudre ça de carpe diem, de tout ce qu'on voudra. Si intimement on est persuadé que l'on est éphémère, ça ne manque. Enfin, je pense que sur le long terme, l'amertume s'installe dans le cœur de tout homme, en fait. C'est déjà un thème, de tedium vitae, la fatigue de vivre chez les latins, en fait. C'est pas pour rien. Enfin, Chesterton remarque assez bien que c'est pas pour rien que le christianisme est apparu et a triomphé dans l'Empire romain. Dans l'Empire romain qui, justement, était taraudé par le mal de vivre, par la fatigue de vivre, et qu'à partir du moment où on a remis au centre la possibilité que l'on soit éternel, tout à coup, les choses ont pris une autre dimension. Mais il y aurait beaucoup de travail à faire sur le pourquoi cette question a été occultée, et je pense qu'elle a été occultée parce qu'elle a été ramenée à une question de superstition. Ça, c'est... Bon, tu sais qu'on a de longues discussions à ce sujet depuis des années, mais je crois qu'en France en particulier, on a confondu la religion avec la superstition. Et ça, c'est... Alors même que ce sont des choses distinctes philosophiquement depuis Cicéron. Ce sont deux choses qui, même dans la nature des dieux de Cicéron, ce sont deux choses totalement distinctes. Mais on en reparlera peut-être une autre fois. Mais en tout cas, ce qui se passe avec... pour revenir à cette sphère Erika Kirk, moi je trouve qu'il y a un grand absent quand même dans toute dramaturgie, c'est quand même le coupable. C'est-à-dire c'est quand même celui qu'elle a pardonné, qui, d'après ce que j'ai bien compris, ne collabore pas avec la police, n'exprime pas le moindre regret par rapport à son acte, et donc, moi, ce qui me choque dans cette histoire de pardon, c'est que le pardon, c'est comme une dramaturgie normalement où il y a quand même, il y a trois personnes, il y a trois personnes impliquées. Il y a la victime, il y a le criminel, et puis il y a celui qui pardonne le criminel éventuellement parce qu'il a oxy la victime. Il y a quand même, c'est quelque chose qui se passe à trois. Là, j'ai l'impression qu'il y a eu la victime, le pauvre Charlie Kirk, il y a Erika qui pardonne le coupable, mais le coupable lui-même, il est un peu exclu. Les choses se font sans lui, en fait. Il a pas exprimé de remords, il a pas demandé pardon, mais on le pardonne quand même. Moi, ça me choque toujours quand les gens pardonnent sans que c'était ait demandé pardon. Parce qu'en fin de compte, je pense qu'on peut scinder les choses. J'allais te poser la question, c'est marrant parce que tu es arrivé tout seul, je me disais depuis tout à l'heure, j'allais te poser la question, est-ce qu'on doit admirer le pardon envers ceux qui ne demandent pas à être pardonnés, mais t'es arrivé à la même question en fait. Donc, Non, mais c'est-à-dire, si Erika veut dire, elle n'est pas taraudée par des envies de vengeance sadique, de mettre au pilori l'assassin et de le torturer. Si sa déclaration publique, c'est de dire, je ne veux pas d'œil pour œil, dent pour dent, comme elle le dit, c'est un petit peu un virtue signaling un petit peu. C'est un peu du faillotage public. C'est un peu de dire
voilà, je n'ai pas de... Vous n'aurez pas ma haine, quoi, pour dire comme ça. Vous n'aurez pas ma haine. Tu n'auras pas ma haine, même si tu as buté mon mari. Je reste rempli de volonté, de bien et de bienveillance, etc. Bon, je suis pas sûr. Enfin, quand on lit les psaumes, t'as des choses qui sont quand même très chrétiens. Pas des choses assez je trouve beaucoup plus terre à terre où des sentiments de désespoir, de haine envers ses ennemis justement et envers les criminels sont exprimés assez clairement. Bon, je trouve que quand même dans cette dramaturgie, voilà, en tout cas qui a impliqué la veuve de Charlie Kirk, il y a un grand absent. Voilà, c'est-à-dire que quand on a, parce que dans l'histoire du christianisme, quand on a le pardon, ah oui, il peut être accordé justement. Prenons les choses les plus soi-disant les plus atroces, l'Inquisition, d'accord. L'Inquisition, qu'est-ce qu'elle cherchait à faire? Elle cherchait à ce que ceux qu'il condamnait changent d'opinion, arrivent à résipiscence, se repentent. Bon, et véritablement, s'il ne faisait pas tout ce travail de repentir, là, il y avait ces mesures extrêmes de torture et éventuellement de bûcher, etc. Je veux dire, beaucoup de personnes manquent tout simplement de connaissances historiques très, très claires. L'Inquisition, sauf des cas extrêmes où c'était pendant des périodes de guerre, mais il y a eu, l'Inquisition était un tribunal, hein, d'accord, et qui voulait que le gars, que le coupable, l'hérétique, en tout cas, change d'avis, l'objectif n'était pas de les trucider. L'objectif était justement qu'il y ait un changement de cœur. Parce que l'objectif, quand on pense qu'il y a une âme à sauver, et qu'on considère que ce salut dépend des croyances que tu professes et des actions qui en découlent, forcément, si tu changes les croyances, tu vas changer les actions et tu changes l'âme de la personne, et donc tu la sauves. Bon, c'est dans un objectif de salut de l'âme. Mais on voit bien que là, le coupable est au centre de l'affaire, d'accord, de l'affaire du pardon et du procès. Là, je trouve que dans cette affaire Charlie Kirk, le coupable justement est absolument pas là. On le pardonne, par contumace en quelque sorte. On le pardonne en absence. Même moi, j'ai pas l'impression qu'on ait avancé sur la compréhension de ses motivations, de ce qui avait pu le pousser à passer à l'acte, de son terreau psychologique. Oui. Moi, j'ai eu l'impression que l'enquête s'était arrêtée quasiment 2 jours après le décès de Kirk. Et qu'il n'y avait pas eu de grande avancée à part dire c'est bon, on l'a récupéré, on va essayer de le faire parler, et puis en fait, il n'y a rien qui en sort, quoi. Donc, Oui, donc en tout cas, si on se passe d'un point de vue spirituel, le présumé coupable, parce qu'il n'a pas été prouvé coupable, mais en tout cas, il y a quand même des fortes. Il y a quand même des fortes chances que. Donc, je suis pas complètement sûr, mais. Bon, en tout cas, il y a des fortes chances que ce soit ce garçon qui ait commis cet assassinat. En tout cas, lui, dans une dramaturgie religieuse, s'il se dit, ok, il y a quand même cet aspect de l'assassinat est un péché mortel, d'accord. Il y a une casuistique dans le christianisme, d'accord. Il y a des péchés véniels, il y a des trucs effectivement qui prêtent pas forcément à beaucoup de conscience, mais quand même l'assassinat fait partie des péchés capitaux, d'accord. Péché ou péché mortel, c'est-à-dire qu'on rappellera pour ceux qui savent pas que ça veut dire un péché mortel, ça veut dire quelque chose qui vous cause la mort de l'âme, d'accord. Pas parce que il y a ce qu'on appelle la deuxième mort, d'accord. Il y a la mort physique et puis la deuxième mort, c'est la mort de l'âme ou autrement dit quand on va en enfer, si vous voulez. C'est la même chose. Mais l'assassinat est quand même un péché capital, d'accord. Donc si tu commets un assassinat, si tu as peur de la destinée immortelle de ton âme, il vaudrait mieux ta seule chance en théorie, c'est le repentir. Donc c'est de demander quand même pardon. C'est par rapport à Dieu. Ça veut pas dire que les hommes Oui, ça ne veut pas dire que comment dirait te pardonner, même si tu te places dans une position et dans une attitude de demande de repentir. C'est ça. Le repentir par rapport à Dieu n'a rien à voir avec
comment dire, avec une grâce présidentielle, pour dire comme ça. Il peut y avoir un reportier par rapport, et un criminel peut être sauvé d'un point de vue théologique, même si il va à la potence en fait. C'est-à-dire que ça, vous allez dire alors ça sert à quoi le pardon? Oui, parce que le pardon concerne l'âme du gars. Ça concerne pas le fait que socialement il va être réhabilité, réinséré ou je sais pas quoi. Non, ça c'est pas comme ça. Et donc là il y a, je trouve que la phrase, enfin en tout cas, je sais pas si Eric, il me semble que la pauvre veuve Kirk, elle est quand même très, très cultivée et elle est diplômée en relations internationales. En tout cas, c'est quelqu'un d'assez cultivé, à ma connaissance. Mais bon, les lois humaines ne fonctionnent pas avec... elle invoque, elle dit, Jésus a dit, oui... ce n'est pas œil pour œil, ce n'est pas dent pour dent, donc pardonnez-vous à vos ennemis. C'est à ça qu'elle fait référence dans son texte. Elle dit, elle cite des paroles très connues de Jésus qui dit on vous a dit œil pour œil, dent pour dent. Moi, je vous dis aimez vos ennemis, voilà, bénissez ceux qui vous maudissent, etc. C'est parce que, c'est un des passages les plus beaux des évangiles où il dit soyez parfaits comme votre Père qui est aux cieux est parfait, c'est-à-dire qui fait pleuvoir aussi bien sur les bons que sur les méchants. Oui, cet aspect, la pluie pour une civilisation du désert, enfin pour les civilisations où disons que la pluie c'est ce qui déclenche toute abondance, et la pluie est vraiment le signe de la bonté divine, et donc la métaphore qu'emploie Jésus, voilà, comme Dieu fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants, vous soyez bons avec tout le monde. Oui, d'accord, mais ok, c'est vrai, mais c'est pas pour autant que un criminel endurci qui ne montre pas de repentir, tu n'as pas le devoir de le pardonner, justement. Tu peux prier pour lui, tu peux prier pour lui, tu peux manifester ton amour pour tes ennemis, même si tu l'emprisonnes, d'accord? Ça, je trouve que sa façon de voir sa façon d'appliquer l'amour en quelque sorte, ça peut. Moi, je comprends les gens qui se sont indignés, qui ont dit mais en fait, attends, c'est un peu la porte ouverte à toutes les fenêtres. Si on est devant un assassin impénitent, pas pour le moment, et on le pardonne. C'est quoi qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois, je sais pas. On prend un cas de figure. Tu as un enfant, tu as un petit garçon. Si tu éduques quelqu'un et tu as un garnement qui fait une bêtise et tu lui dis je te punis pas par grandeur d'âme, oui. Je te pardonne. En fait non, il va recommencer, c'est tout. C'est ça. Et d'ailleurs ça c'est un manque d'amour. Enfin, faut comprendre que ça c'est un manque d'amour parce que tu ne te soucies pas du fait qu'il soit véritablement quelqu'un de bon. Donc donc tu ne veux pas le corriger, c'est-à-dire le ramener. Tu vas nous sortir Kuyamat Bene Castigat, oui. Qui aime bien châtie bien pour les non latinistes. Oui, il y a du vrai, il y a du vrai là-dedans. Mais bien sûr, mais on sait aussi que ces genres de formules ont aussi été abusées en fait. Le problème c'est que rien de bon n'est garanti contre les abus en fait. Et effectivement, il y a eu des périodes historiques où des systèmes d'éducation où effectivement qui se sont justifiés avec ce genre de formule pour commettre beaucoup d'abus. Mais néanmoins, si tu ne te préoccupes pas d'élever ton... Bon, là on parlait d'un garnement qui fait des bêtises. Si tu ne te préoccupes pas de le ramener dans le droit chemin, c'est-à-dire de le ramener à des sentiments de bienveillance manifestes et à des actes corrects,
bah, tu ne te soucies, enfin, tu ne lui fais pas son bien parce que tu lui fais plaisir. Ça, c'est très différent. Tu lui fais plaisir parce que momentanément, tu lui fais plaisir sur le coup, mais en fait, tu ne l'aides pas à devenir quelqu'un de raisonnable et d'autonome, c'est-à-dire quelqu'un qui se maîtrise, se contrôle et agit en fonction d'objectifs établis par la raison. D'accord ? Donc c'est ça le but de la correction. Mais bon, voilà, on s'égare un petit peu dans des subtilités. Mais en tout cas, là, moi je comprends ceux qui se sont dit, mais qu'est-ce que c'est que cette... Non. Ah bah, un aspect que j'aimerais bien qu'on discute, parce que tant qu'à faire, ça me paraît intéressant. C'est un peu... Moi j'ai l'impression qu'il y a eu une disparition d'une partie du message chrétien sur cette question un petit peu de en fait, du fait d'être fort avec les forts, les criminels, les gens qui sont injustes, qui commettent des péchés, etc. J'ai l'impression que quelque part on a la version édulcorée sauce glace à la vanille, avec juste il faut être gentil avec tout le monde, machin, et qu'on a perdu une partie du message. Et alors je veux pas forcément ouvrir un débat en disant voilà il est venu apporter l'épée aussi, enfin tout ça, mais il me semble quand même que le message est pas juste un message de pur angélisme niais à destination de il faut être gentil avec tout le monde, etc. C'est pas ça la finalité, il me semble. Donc comment toi tu réconcilies le message d'origine avec peut-être ce qui en est fait aujourd'hui? Est-ce que les gens aujourd'hui ont pas raté une partie du message d'origine? Je veux pas non plus faire un podcast de pure théologie de A à Z, mais on pourra parler peut-être un petit peu aussi de comment ce message a pu être dévoyé après par peut-être une branche un peu catholique de gauche, voire communiste et tout. Mais j'ai l'impression qu'il y a un message qui a été trahi là. Bah, oui, je te rejoins. Pour ça, la généalogie elle est longue et je la connaîtrai pas pourquoi. Mais oui, il y a une falsification du bien. Ça c'est vraiment le thème qui m'obsède moi depuis toujours, la falsification du bien. Oui, le bien c'est pas la gentillesse. Et puis d'ailleurs il y a qu'à lire les évangiles. Jésus il maudit des gens, il maudit des cités entières. D'ailleurs il est pas, c'est pas les gens qui l'accueillent pas bien, il leur dit pas c'est pas grave. Non, il y a des paroles extrêmement dures contre des cités qui ne l'accueillent pas de son vivant. Donc ça, vous pouvez avoir une lecture symbolique, vous pouvez avoir une lecture théologique de ces épisodes-là. Ces épisodes-là, ils existent vraiment et il n'est pas là en train de dire c'est pas grave si vous m'avez pas accueilli. D'accord ? En fait, si Jésus c'est le bien, on va parler philosophiquement comme ça. Si Jésus c'est le bien dit vous m'avez pas accueilli, ça va être grave pour vous si vous m'accueillez pas en fait. D'accord ? On peut imaginer que Jésus c'est comme l'idée du bien qui parle. D'accord ? Donc, l'idée du bien ne dit pas que c'est pas grave. Au contraire, il te dit, non, si vous m'avez pas accueilli, si, c'est votre bien que vous n'avez pas accueilli, d'accord ? C'est votre propre bien que vous n'avez pas accueilli. C'est ça qui est difficile à comprendre. Ok, on va reprendre l'exemple d'un enfant orgueilleux qui se révolte contre son père. C'est toujours les meilleurs exemples, les plus simples. En fin de compte, d'accord, on va prendre un exemple très, très simple. Si un père dit à son fils ne mets pas la main dans le feu parce que le feu il brûle, d'accord ? Le fils peut avoir deux interprétations. Il peut se dire non, mon père il me dit ça uniquement parce que lui il veut faire le chef, d'accord ? Et il veut m'empêcher de faire ce que je veux, d'accord ? Ouais. Je force le trait. Pourquoi il me dit ça ? Il me dit ça parce que c'est lui, il croit le chef et qu'il m'impose ça, tu vois. Ça c'est la version ado rebelle là. Voilà, c'est la version ado rebelle, mais je schématise pour ça. Et vous pouvez faire par analogie pour n'importe quelle autre situation, d'accord ? Quelqu'un qui vous donne un conseil, et vous pourriez vous dire il me dit ça uniquement parce que il veut me brimer, parce qu'il veut, il veut que je refoule mes pulsions, ils veulent pas que je m'épanouisse, j'en sais rien. On peut parfaitement interpréter, et ça peut être le cas d'ailleurs. Ça peut être le cas que quelqu'un se cache derrière une attitude soi-disant paternaliste pour le coup, pour maintenir une autorité indue. Mais voilà, en tout cas,
si un père dit à son fils le feu brûle, ne mets pas la main, si le fils, ne l'écoute pas et met la main et il se brûle, d'accord, il va faire son propre malheur. Donc le fait de ne pas avoir écouté son père, c'est son propre bien à lui, fils, qu'il a négligé, d'accord. C'est ça ce que c'est important de comprendre. C'est son propre bien. J'aime beaucoup Rémi Brague, dans un petit livre que j'ai lu récemment, rappelle une phrase de Saint Augustin, de Saint Thomas, qui dit le seul péché contre Dieu, l'homme, c'est de ne pas poursuivre son propre bien. C'est très intéressant. Ça m'a dit, la seule façon pour l'homme de pécher contre Dieu, c'est de ne pas poursuivre son propre bien. Donc c'est... Bon, je ferme cette parenthèse. Mais en tout cas, l'histoire de l'autorité et du bien, elle est schématiquement là. Beaucoup de personnes peuvent tout simplement ne pas écouter les bons conseils parce qu'ils ont l'impression qu'ils sont juste l'émanation d'un pouvoir arbitraire et despotique et absolument déconnecté de la réalité. Alors qu'une bonne autorité, normalement, elle t'évite les écueils. Parce qu'elle est déjà passée parce qu'elle connaît mieux la réalité et qu'elle essaie de t'avertir. Attends, le feu brûle. Du monde et elle te partage cette expérience en fait. Elle te fait gagner du temps. Oui, mais s'il n'y a pas la relation de confiance et d'amour entre le père et le fils, pour dire ça comme ça, si le fils ne croit pas que son père lui dit ça parce qu'il l'aime et qu'il veut lui... Et donc il va se dire mais c'est juste parce qu'il veut pour qui il se prend, il veut me dominer, etc. Alors moi je vais en faire qu'à ma tête. Bon, c'est là où on rentre dans une rébellion stérile et on peut se faire son propre malheur uniquement en croyant qu'on refuse de se soumettre à une autorité tyrannique. Alors il faut discerner. Parfois les autorités sont réellement tyranniques et elles vous imposent des choses qui n'ont rien à voir avec votre propre bien en fait. Mais voilà. Mais ça c'est un peu. Je pense que c'est là où oui, pour revenir à ta question sur l'édulcoration du christianisme. Oui, si on oublie que l'enjeu c'est quand même encore une fois, comme le rappelle Lewis, je rappelle pour nos auditeurs, C.S. Lewis, Clive Steeple Lewis, c'était l'auteur de Chroniques de Narnia, mais pas seulement, il a écrit énormément de choses. C'était un professeur à Oxford et il a écrit des traités. Enfin, il y a peu de choses. Il n'est pas très, très connu en France. Il est connu pour ses œuvres de fantasy, mais c'est un immense auteur. Voilà, et d'ailleurs qui a été ramené au catholicisme par Chesterton, en particulier par la lecture de Chesterton. Mais bref, je ferme la parenthèse sur Lewis, mais Lewis disait le seul objectif de l'Église, c'est de faire des hommes des petits Christ, d'accord. Le seul objectif du christianisme, on en a parlé l'autre fois, c'est que chaque homme devienne à l'image et à la ressemblance de Dieu. Point. Ok. Donc, et ça veut dire de devenir des bonhommes, comme on dit. Enfin, ça veut dire devenir des hommes bons, honorables, courageux. Il y a plein de qualités qui vont avec le fait d'être fils de Dieu, littéralement. Et ça, c'est pas facile. Et c'est pas facile. Et ça se résume pas à être gentil avec les gens, en fait. D'accord. Ou bien au contraire, d'ailleurs. Parce que parfois, voilà, il faut au contraire se battre avec plein d'influences néfastes, avec des idées tordues, avec des idées perverses. Enfin, ça il suffit pas d'être gentil. Moi, j'ai toujours eu l'impression que d'ailleurs la gentillesse, il y a deux aspects. Il y a un aspect paresse, les gens qui vont juste être gentils, ils sont paresseux parce que c'est plus facile de dire oui, fais comme tu veux, t'es libre. Tu vois, un père qui dit dans le jargon public, il faut être tolérant. C'est juste une manière de dire qu'il faut ne rien faire quoi qu'il arrive, fermer les yeux et attendre que ça passe, quoi.
Ouais, Chesterton disait la tolérance est la vertu des gens sans conviction. Quand on prend conscience que les hommes sont tordus, que chacun de nous sommes tordus, que nous avons des tas de problèmes à régler, de tas de problèmes pour être intègres, pour aligner nos intentions avec nos actes, avec notre parole, c'est ça, pour nous orienter vers des choses bonnes. Quand on se rend compte à quel point c'est difficile de le faire, et quand on prend conscience que voilà, à quel point on est tordu, ça c'est l'introspection qu'on doit avoir, on se rend compte que il ne suffit pas d'être gentil avec soi-même pour être quelqu'un de droit, donc a fortiori, il ne suffit pas d'être gentil avec les autres non plus. C'est d'ailleurs... je reviens toujours à notre Chesterton, mais Chesterton dans Orthodoxie, il le dit très bien, la différence entre quelqu'un... Il dit le mot, il dit entre un pécheur et un patient, entre quelqu'un qui est malade de quelque chose et quelqu'un qui est mauvais. Pour guérir d'une maladie, il faut être patient. C'est bien pour ça qu'un patient, il est patient, il doit être patient, il doit attendre que ça passe. Par contre, quelqu'un qui a un vice, il le dit de façon assez plaisante, non, il doit être impatient. S'il a un vice, il doit faire quelque chose contre cette tendance de la volonté, contre un truc mauvais qu'il a envie de faire. Il doit prendre des mesures actives. Ça ne marche pas. S'il est gentil avec son inclination mauvaise, il va rien se passer en fait. S'il est gentil avec son penchant pas terrible, il va rien se passer. Et ça c'est valable aussi bien dans la façon dont nous traitons nous-mêmes que dans la façon dont nous traitons la corruption et qui se répand dans la société en fait. Il y a des gens qui pensent qu'il suffit, qu'il suffit de laisser faire et que les gens vont se corriger par eux-mêmes. Est-ce parfois que c'est non. En fait, un peu relié à une certaine vision de l'homme qui serait bon par nature et qui serait corrompu, et donc si on ne fait rien, on revient à l'état de nature et donc finalement tout ira bien. On va redevenir des bons petits sauvages, je sais pas quoi. Enfin, tu vois, est-ce que c'est pas un peu aussi une vision anthropologique qui est derrière, qui est potentiellement erronée ? Parce que il me semble que justement, en fait, c'est ça qui est intéressant en partie dans le christianisme, d'un point de vue purement philosophique. C'est aussi cette idée que il y a une nature pécheresse de l'homme, en fait, et donc qu'il n'y a pas a priori une perfection instantané, direct, l'homme ne naît pas parfait, c'est pas juste les circonstances qui le poussent à faire le mal. On pourra peut-être expliquer les contrastes entre cette vision-là d'ailleurs et la vision un peu communiste, parce que j'ai l'impression que on a plusieurs fois parlé de ce thème, mais il est un peu inépuisable. Comment tu vois cette notion de la nature, peut-être comme explication de... Alors, moi, je te suivrai pas jusqu'à une nature pécheresse. On parle plutôt d'une nature déchue, c'est-à-dire on est plutôt fait à l'image de Dieu, mais on n'est pas tout à fait à la ressemblance. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à ressembler à notre Père Céleste, pour le dire en termes... voilà. Mais au contraire, comme on est fait par lui, ça veut dire qu'on a normalement quand même une nature faite bien au début, mais qui ne se maintient pas, on va dire, dans la lumière. Mais de base, tout est bon, tout ce qui est créé est bon, d'accord. Il y a rien de. On parlait du gnosticisme l'autre fois. Justement, on a oublié de préciser exactement, mais le gnosticisme, alors en tout cas prétendait, selon les écoles, en tout cas que la chair, la matière était mauvaise, justement, que le monde avait été créé par un démiurge mauvais et que le vrai Dieu pur était spirituel, etc. Donc ça, c'était donc grosso modo, la matière était mauvaise. Bon, c'est pour ça que c'est pas la vision chrétienne. Les gens vont se demander, mais qu'est-ce que le rapport avec le communisme et le gnosticisme ? C'était surtout le fait que la purification matérielle
chez les gnostiques intervenait par une destruction des institutions humaines. C'est juste ça, c'est ça qui est le lien. Vous allez me dire, mais les communistes étaient matérialistes. Oui, les communistes étaient matérialistes, bien sûr, mais c'est par rapport à leur vision de l'histoire, en fait, qui se rattache au gnosticisme. Voilà, pour rattacher les wagons, parce que j'ai l'impression que sinon on va perdre nos lecteurs, nos auditeurs. Donc, oui, jouis de cette histoire de gentillesse est peut-être fondée sur une vision très naïve de la nature humaine qui considère que oui, il n'y a qu'à... Enfin, ce sont les circonstances, c'est la faute de la société. Les gens ne sont pas... ne sont pas enclins au mal parce qu'ils ont des mauvaises idées qu'ils ont développées, c'est pas parce qu'ils ont fermenté dans leur ressentiment pendant des années, ce n'est pas parce qu'en fait ils ont développé véritablement un caractère tordu, d'accord ? Parce que c'est ça, un caractère donc, qui est un résultat d'un certain nombre d'actions et de pensées entretenues et nourries, et tout cela c'est très bien expliqué par Max Scheler dans L'Homme du ressentiment, comment on s'enfonce et on est déjà en quelque part en enfer sur Terre tout de suite. Mais oui, il y a des gens qui pensent non, c'est la faute à la société. C'est grosso modo, c'est très simple, c'est de dire si vous avez suffisamment à bouffer, vous n'allez pas être méchant. C'est une vision très très simple. C'est grosso modo, c'est aussi avec l'explication de la montée du nazisme par la crise de 29. Tu vois, les gens n'avaient pas assez à bouffer, oui. Et tout à coup, à cause de ça, il y a eu Hitler. Tu vois, t'as des schématismes comme ça, et forcément. Alors, remarque, il y a aussi la version, il y a eu de la propagande et donc les gens se sont mis à penser ça. Comme si la propagande était apparue ex nihilo, sans aucune volonté, qu'il n'y avait pas eu une résonance avec peut-être des problèmes concrets des gens. Enfin, je trouve que presque toutes les explications que j'ai entendues sur cette thématique dans l'espace public sont toujours très très niaises en fait. Et je pense qu'elles sont pas... à la fois le côté idéaliste pur où tu considères que tout est de l'ordre de la propagande et qu'il a suffi qu'une idée arrive pour que d'un seul coup tout le monde spontanément se dise « Ah mais c'est vrai, ça j'avais jamais eu l'idée d'être antisémite. Ah si je m'y mettais, tiens ça serait pas mal, ça c'est une bonne idée. » Et la version matérialiste de Ah j'ai plus rien à manger, ah mais si je me mettais à détester tous les gens qui pourraient éventuellement être dans le milieu de la finance, tiens c'est aussi... Enfin les deux extrêmes sont un peu niais en fait. Oui, c'est l'aspect psychologue de Hitler. En fait. J'anticipe sur des livres qu'on va faire l'année prochaine. On en a déjà parlé l'autre fois, c'est les Ernest Becker là, dont on a parlé, qu'on va faire l'année prochaine. Il a quelques passages très intéressants dans ses livres et notamment dans ses entretiens aussi où il dit on n'a pas compris que Hitler avait compris des choses psychologiques beaucoup plus profondément que beaucoup de gens. Et notamment le fait qu'il fallait créer des boucs émissaires. Mais ça, c'est un peu... c'est ça qui a un peu entraîné... pas tous les Allemands, parce que ils ont été quand même votés que par un tiers, quoi. Faut quand même pas non plus. Bon, on va pas revenir au point Godwin, mais bon, c'est ce que je voulais dire par là, c'est que il y a dans ces grands phénomènes qui ont impliqué des millions de gens, qui les ont structurés dans un objectif délirant. Je crois que les livres qu'on va faire là de Becker vont pouvoir proposer une perspective un peu plus profonde du pourquoi ça marche. Et je vais un peu divulgacher l'idée, c'est que Becker a développé toute une théorie de l'importance de la volonté de se rendre immortel. Et une des façons d'évier de vouloir atteindre l'immortalité, c'est de tuer autrui, en fait. C'est une des façons les plus primitives d'avoir l'impression de gagner un petit peu d'immortalité, c'est en détruisant autrui.
Et ça, c'est ce qu'il a développé dans les opus que nous traduirons l'année prochaine, dont nous avons déjà acheté les droits. Notamment dans le 3e qui s'appelle Échapper au mal. Voilà pour les 5 minutes de publicité anticipée pour nos ouvrages. Mais tu leur fais la publicité, tu leur fais la publicité et en fait, ils vont même pas pouvoir l'acheter. Voilà, c'est terrible quand même, c'est terrible. C'est un teasing qui va durer 6 mois, voilà. un des plus gros teasings. Non, mais en tout cas, c'est pour ça que je veux faire ces livres-là, c'est parce qu'effectivement, ils apportent quelque chose de nouveau dans cet ensemble d'idées. Mais oui, là, oui, il y a toujours, entre la propagande et les conditions matérielles, parce que pour revenir sur ta question, il doit y avoir, bien sûr qu'il faut qu'il y ait, il faut que les choses s'ajustent un petit peu. C'est ça le rôle comme dirait notre ami Bhaskar, un magicien, comment il appelle ça, un magicien culturel, où il y a, les faiseurs de récits, il y a les chamans culturels, il appelle ça comme ça. Non, c'est-à-dire que effectivement, il y a des faits et il y a des histoires à propos des faits. Et même Peterson d'ailleurs disait ça, l'histoire elle est faite il y a une concurrence de narration à propos de ce qui se passe. En fait. Et ça, sont les narrations effectivement qui s'affrontent et qui embrigade les gens en fait, parce que tu te retrouves pris dans un récit plus ou moins épique et le récit chrétien est un récit épique. C'est le récit effectivement de la lutte du bien contre le mal. C'est le récit épique le plus primaire en fait. Donc et là j'essaie de répondre à ta deuxième question. C'est parce que le christianisme laisse tomber le récit épique qu'il devient une soupe tiède qui n'intéresse plus personne en fait. Parce que sans le récit épique de la lutte du bien contre le mal, je trouve qu'il n'y a pas trop de différence entre ce que proposent les chrétiens de gauche et les communistes. Ça devient tout devient un problème de moyens, d'organisation de la société, de réduction de la pollution, de redistribution des richesses. C'est parce qu'il y a un abandon du récit épique qui a fait vibrer des générations et des générations de chrétiens depuis que le christianisme est le christianisme en fait. C'est pas ça fait pas vibrer des mesurettes sociales, ça n'a jamais fait vibrer personne en fait. Il y a un autre aspect qu'on a brièvement mentionné et je pense que ça vaudrait peut-être la peine qu'on en parle un peu plus parce que c'est l'occasion. C'est le fait d'avoir des pensées mauvaises ou obsédantes ou de ressentir une injustice, etc., puisse quelque part détourner la bonté de manière durable et mettre en place, c'est toute la thématique du ressentiment qu'on a déjà abordé longuement à l'époque où on avait sorti L'homme du ressentiment, mais je pense que c'est vraiment un phénomène qui est sous-estimé dans l'anthropologie faite par les gens de gauche, cette dimension de quelque part le fait que les gens deviennent tordus à force de ressentir des mauvais sentiments ou de rentrer dans des logiques qui sont un peu répétitives où c'est toujours la faute à un certain bouc émissaire. Enfin, toute cette logique-là, moi je crois qu'il y a des séquelles et que les gens de gauche n'en parlent quasiment pas. Ils ont toujours l'impression que le film a commencé il y a 5 minutes et que le prolétaire aujourd'hui en veut à son patron parce qu'il constate à l'instant T qu'il s'est passé un mauvais découpage du partage de la valeur ou quelque chose comme ça. Mais j'ai l'impression que cette discussion sur justement la dimension ressentimentaire, elle n'est pas vraiment abordée. Est-ce que tu as la même perception ou est-ce que je me suis fait des idées ? Ah oui,
Moi, je crois que toute la gauche se base sur l'envie, en fait, point. Donc, elle n'étudie pas l'envie, en fait. Donc, elle n'étudie pas cet aspect-là de la... Et c'est pour ça que, d'ailleurs, elle n'est pas fine psychologue, en fait, en quelque sorte, mais elle essaye de elle essaye de structurer l'envie, en fait, c'est ça. Les grands meneurs d'hommes de la gauche, à commencer par Lénine, voilà, tout. Même, moi, je mettrais Robespierre là-dedans. En fait, c'est des gens qui ont structuré l'envie, en fait. Qui ont réussi à structurer l'envie sous une forme d'idéologie, en fait, et qui ont galvanisé justement des personnes déracinées, déclassées en tout cas, qui ont galvanisé un ressentiment, qui ont formulé des explications foireuses, mais qui ont donné un sens et une action politique. Et c'est-à-dire, grosso modo, vas-y, si on tue tous les nobles, si on tue tous les... Enfin, il y avait une direction historique qui était orienté vers la destruction. Voilà. Il fallait détruire. En fait, ce qu'ont fait les communistes, c'est ce que n'a pas pu faire Robespierre, en fait, parce qu'il y a eu Thermidor. En fait, Robespierre a été arrêté dans son élan purificateur, mais personne n'a arrêté Lénine et ses copains, en fait, d'accord. Même la mort de Lénine n'a pas arrêté la machine. Il n'y a pas eu d'arrêt de la volonté d'égalisation qui a été mise en place par Staline, etc. Donc les communistes ont appliqué ce que les Robespierre et ses copains n'ont pas pu faire, en fait. Mais et c'est pour ça qu'il y a toujours une nostalgie à Minuit française pour le communisme, parce qu'en quelque sorte, le communisme a fait ce que Robespierre a rêvé et que les Français n'ont pas encore réussi à faire, en quelque sorte, en France. Donc il y a une sorte de retour, même pas du refoulé, un retour du défoulé vers la France. Et oui, donc je pense qu'il y a enfin, je conseille c'est le moment où je conseille un livre à propos de ça. J'en ai pas parlé l'autre fois, mais à propos de l'envie, il y a un grand livre que j'ai lu et qui est très intéressant, qui est vraiment un livre capital, qui s'appelle justement L'envie, une histoire du mal. C'est d'un auteur qui s'appelle Helmut Schöck, Schoeck. Qui était autrichien, encore une fois, donc, et qui a écrit ce grand livre dont on peut lire juste les 3-4 premiers chapitres, parce que c'est là où il expose vraiment sa thèse, et qui est celle que toutes les sociétés civilisées, en fait, grosso modo toute la civilisation. Et ça, après, il va faire à l'allemande, c'est qu'il va donner plein d'exemples historiques, etc., parce qu'il va bétonner le machin, mais d'abord, il expose la thèse, et après, il bétonne avec tous les exemples historiques, littéraires qu'il peut trouver. Religieux. C'est que toute la civilisation est une défense contre l'envie. Et l'envie, c'est très intéressant. Il dit, le phénomène de l'envie n'est pas... est terrible, parce qu'en fait, tu ne sais pas... En fait, voilà, quand tu es beau, riche, intelligent, tu as du succès, et en fait, même si tu es généreux, même si tu distribues à tes copains, même si tu es un gars génial, en fait, même tu vas quand même déclencher l'envie, et tu ne sais pas l'envie de qui. Tu ne sais pas qui va devenir envieux de toi. Et d'ailleurs, d'autant plus que tu es généreux, que tu es bon, que tu es gentil, tu peux déclencher d'autant plus d'envie, en fait, que tu es en fait quelqu'un de noble et de génial et d'extra. Ça, c'est vraiment là où Schöck met vraiment le doigt sur deux choses. C'est que d'une part, toutes tes protestations d'amitié ne peuvent pas, en fait, enrayer le processus de l'envie. Il peut même d'ailleurs l'accroître. Et d'autre part, tu ne sais pas qui est l'envieux. Tu ne sais pas qui va t'envier.
Donc, tu peux pas identifier de qui tu vas déclencher l'envie. Et ce sont ces deux aspects-là qui font que, voilà, on va parler du mauvais œil, on va faire des tas de choses pour essayer d'éviter que de déclencher ça. On va essayer de dissimuler sa richesse, on va essayer de dissimuler son bonheur. Il y a toute la thématique aussi grecque, si tu veux, attention, les dieux vont être jaloux. Toute la fameuse thématique de la jalousie des dieux. Chuck, il analyse que c'est justement la jalousie des dieux n'est rien d'autre qu'en fait une transfiguration de cette envie sociale, mais dont tu ne sais pas d'où elle sort en fait. Et c'est un livre magnifique parce qu'il explique que justement l'Europe et le christianisme ont été civilisateurs parce qu'ils ont mis le doigt sur l'envie et ils l'ont stigmatisé. Et ils ont dit c'est pas bien. Et qu'à partir de là, bon, ça a un peu freiné si tu veux, mais mais en tout cas, voilà, ça c'est vraiment un livre que je vous conseille quand je vois moi m'a beaucoup apporté. Bon, je suis pas sûr que le frein soit très puissant, mais. Mais oui, non, en fait, ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'effectivement, ça c'est quelque chose dont on a à peu près tous, je pense, fait l'expérience. C'est que précisément, d'ailleurs, c'est drôle parce que la plupart des gens qui sont riches sont pas conscients de ça. C'est que les gens qui sont riches, qui essayent de se racheter aux yeux du grand public, essayent de le faire en montrant qu'ils sont généreux et bons et tout ce que tu veux. Et en fait, en pratique, ça marche pas. Je veux dire, on n'en veut jamais autant qu'à des gens qui font des dons à droite à gauche. Et il me semble que la plupart des gens même rentrent assez facilement dans une espèce de logique complotiste quand ils voient ces trucs-là et qui disent ah mais attends, mais s'il fait ça, c'est probablement parce qu'il a quand même des choses à cacher ou il a des choses à racheter. Et donc ils se disent ah non mais en fait il fait ça mais probablement qu'à côté en fait il fait des actions qui sont vraiment pas très bonnes et tout ça. Donc ça renforce presque plus la suspicion qu'autre chose. Et finalement je pense que les riches les plus tranquilles qui soient en France sont juste les gens qui globalement sont pas connus. C'est-à-dire que quand tu n'es connu de personne, t'as pas de problème en fait. Oui, c'est ça. Pour vivre heureux, vivons cachés, comme dit le dicton. C'est certain qu'il y a un aspect. Même les dictons, d'ailleurs, Chuck, il analyse assez bien. Les dictons expriment souvent une sagesse à propos justement de l'envie. Justement, pour vivre heureux, vivons cachés, c'est littéralement ça. Si tu es heureux et que tu le montres, ça va déclencher l'envie. Et donc ton bonheur il va pas durer longtemps parce que des gens vont te mettre les bâtons dans les roues et donc c'est oui quand tu es riche et généreux, oui comment dire, par rapport à un envieux ou par rapport à une masse d'envieux, si non seulement tu as de la réussite, mais en plus, tu as de véritables qualités morales. Mais si tu veux, là, les gars, ils se disent, mais je peux même pas le mépriser parce que c'est un connard, pour le dire. Je peux même pas me dire, ah, mais c'est juste un plutocrate qui fume son cigare, un gros porc de... Non, mais le mec, il est vraiment classe. Et en plus, il est généreux. Et en plus, non, donc, en fait, ça, c'est... Et là, véritablement, t'es coincé avec la haine dans la gorge, tu vois. Donc, donc tu es mis devant le choix, encore une fois, de changer, c'est-à-dire de te repentir de ton envie, ou bien d'accroître encore plus ta haine, et c'est malheureusement souvent la deuxième option qui se perd, et donc c'est pourquoi on ne peut pas prévenir la haine envieuse par les bons gestes en fait. Ça c'est pour compléter toute la théorie de la gentillesse en fait. Tu peux pas tu vas exciter d'autant plus la haine que tu vas être véritablement intègre et moral en ayant du succès en fait. Il vaudrait mieux que tu montres que tu es vraiment un connard en fait. Il vaudrait mieux montrer que oui, parce qu'en fait au moins tu vois le plouc en bas pourra se dire ah mais en fait non mais tu vois c'est un mec dégueulasse, tu vois, enfin il va pouvoir te mépriser un petit peu, tu vois. Mais s'il peut pas te mépriser, là c'est
il commence à écumer. Tu vois, le problème, c'est ça, le truc, c'est que ça va. Est-ce qu'il y a une dimension de la proximité qui rentre en jeu? Parce que, tu vois, moi, je constate qu'il n'y a jamais eu autant de reproches qui ont été adressés aux riches, aux ultra riches, à tous les gens qui possèdent quelque chose, alors que, en fait, la pyramide des salaires en France étant ce qu'elle est, globalement, la plupart des gens du quotidien ne les croisent jamais. Ces gens soi-disant ultra riches, la plupart des gens, on va dire même les classes moyennes, en fait, sont en réalité très proches de ce qu'on appellerait les prolétaires dans le jargon marxiste. Donc, est-ce que quelque part le fait que est-ce que le ressentiment contre les ultra riches est d'autant plus accru qu'ils sont invisibles pour leurs yeux et donc qu'on peut fantasmer une partie du ressentiment qu'on a contre eux, ou est-ce que les choses seraient plus simples si le seigneur, le monarque était peut-être une fois de temps en temps sur le coin du champ, et que tu pouvais le voir de près pour réaliser que finalement il a l'air d'être un type tout à fait comme les autres. Il n'y a pas grande différence. Alors je pense que je pense que le ressentiment et l'envie sont d'autant plus exacerbés que tu crois qu'il n'y a pas de différence, justement. C'est-à-dire, ça, c'est même pas... Bon, ça, c'est une analyse qui est assez correcte, à mon avis, chez René Girard. C'est ce qu'il appelle la médiation interne, dans le jargon girardien, c'est-à-dire, plus les gens ont l'impression que, justement, qu'ils sont identiques, plus ils ressentent les différences de fortune d'une façon beaucoup plus aiguë. D'accord. C'est parce que... parce que le roi est descendu. Je vais expliquer ce que je veux dire. On peut lui pardonner d'être immensément riche, alors qu'on ne peut pas pardonner à Bernard Arnault d'être immensément riche, parce que finalement... Parce qu'il est comme toi. Qui va aux toilettes comme Bernard Arnault, mange comme Bernard Arnault, et pourrait avoir la même vie que Bernard Arnault, en fait. C'est ça. Oui, c'est ça. C'est l'impression de proximité avec Bernard Arnault qui te rend envieux de la destinée de Bernard Arnault. C'est parce que tu as l'impression que Bernard Arnault n'a rien de plus que toi, d'accord, que tu peux être d'autant plus en vue et que tu peux donner libre cours à ton envie. Pour dire autrement, le paysan du Moyen-Âge ne pouvait pas envier le noble, parce que justement, il appartenait à une autre... il avait un autre statut, littéralement, d'accord. Il avait un autre statut personnel au Moyen-Âge. Et donc, il n'y avait pas d'envie parce que, justement, le paysan ne rentrait pas en concurrence avec le noble, d'accord. Ça avait des conséquences. Par exemple, si un paysan insultait un noble, il n'y avait pas un duel. Le noble, il envoyait ses domestiques et il rossait le manant, il rossait le roturier, il envoyait ses domestiques pour le battre. Mais lui, en tant que noble, n'allait pas se battre avec un roturier, d'accord. Pour donner des choses peut-être que les gens ont vu dans des films, mais voilà, on pouvait pas, l'insulte, c'était pas il pouvait pas y avoir de rivalité entre un noble et un bourgeois. D'ailleurs, les bourgeois étaient comme des roturiers, c'était pareil, donc il n'y avait pas non plus en théorie de friction. Ça donne les trucs comme les bourgeois deviennent riches, commencent à avoir une autre forme de puissance qui s'affirme, et donc il y a tous les cas de figure entre le noble qui a quand même besoin de l'argent du bourgeois, et ça donne pas mal de comédies de Molière, que vous connaissez, mais en tout cas voilà, mais pour revenir sur la question, oui, plus on a l'impression que l'on ressemble à celui qui est mieux loti par le sort, et plus on est tourmenté par l'envie, parce qu'on se dit, mais pourquoi lui il a ça, pourquoi il mérite d'avoir ça, alors, pourquoi est-ce que ça nous met comme la société démocratique nous dit que justement nous avons pas de différence de statut, eh bien notre échec est littéralement notre faute, parce que la société démocratique te dit non, vas-y, t'es libre, invente un truc qui va te rendre millionnaire, invente un truc qui va te rendre milliardaire, tu peux le faire. Tous les exemples des gars qui l'ont fait, qui le font,
les Elon Musk, les Jeff Bezos, qui ont littéralement fait ça. Alors, ils ne sont pas partis de rien, mais quand même, ils ont quand même, vous n'avez pas grand-chose par rapport à ce qu'ils ont bâti en 20 ans. Ça écrase toute la masse sur sa médiocrité, parce qu'ils se disent, ils l'ont. Et d'autre part, le capitalisme est le seul système où on peut accumuler de la richesse autrement que par la rapine et par le meurtre et par la... Parce que il y a un truc, oui, ça c'est une parenthèse que je voulais faire par rapport aux communistes. Je veux juste rajouter un petit commentaire en passant. Je trouve très intéressant, je ne sais pas si tu as fait gaffe à ce petit détail, que la plupart des gens qui justement critiquent typiquement des Bernard Arnault, des Musk, ce que tu veux, te disent que la seule différence qu'il y a entre eux, c'est le moment de leur naissance ou l'emplacement de leur naissance ou un truc comme ça. Il y a une sorte de cristallisation de toute la différence dans je suis pas né dans la bonne salle d'hôpital, en gros. C'est un peu, tu sais, le syndrome du long fleuve tranquille, le film, où on aurait échangé les deux bébés et hop, tout serait passé autrement. Et il y a un oubli total de tout ce qui a pu être différent ailleurs, c'est-à-dire l'éducation, la formation, la discipline, le talent personnel, le génie individuel, la génétique, on peut lister à l'infini en fait. Et je trouve très amusant de constater à quel point tout est effacé pour ne garder qu'une seule chose qui est mais finalement, c'est pas juste, on décide pas de où on est. Moi, regarde, j'aurais pu naître dans le berceau de Bernard Arnault, je serais devenu multimilliardaire. Bah oui, mais en fait, y a des tas de gens qui naissent dans des berceaux de familles bourgeoises, et c'est pas pour autant qu'ils deviennent Bernard Arnault, même s'ils deviennent probablement infiniment plus aisés que la plupart des gens qui travaillent toute leur vie à l'usine. Hein. Mais c'est pas la question. Je dis juste, ça suffit pas à faire de toi l'homme le plus riche de France. Oui, bon, on gomme plein de choses. D'ailleurs, c'est intéressant parce que tu dis parce que c'est le prochain livre là de Sowell que nous allons faire s'attaque littéralement à ça, c'est-à-dire les prérequis pour réussir en fait. Les conditions préalables, c'est vraiment le premier chapitre du livre, traite vraiment de ça, et où il passe en revue tout ce dont on a besoin pour véritablement réussir. Et par exemple, le QI étant un des paramètres, mais ça ne suffit absolument pas. Il y en a plein d'autres. C'est même par exemple l'ordre de naissance dans une famille. Si tu es le premier né ou si tu es le deuxième né ou le quatrième né, ça change pas mal de choses apparemment, parce que ça veut dire en termes d'attention que tu vas recevoir des parents, etc. La présence ou l'absence de mentors qui vont te galvaniser pour réussir, des gens qui te donnent, qui t'ouvrent un peu le chemin et qui te montrent un peu comment faire, même si tu as des talents, etc. Ça, c'est vraiment la thématique du premier chapitre du livre Discrimination et disparité que nous allons faire bientôt pour Noël. Alors, non, ce que je voulais dire, c'est que la réussite... je vais faire mon petit quart d'heure de déloge du capitalisme. Je veux dire, moi, je trouve que tous les gens qui sont cristallisés sur les riches et qui essayent de comprendre, d'éveiller les consciences, de le ramoter contre les riches, etc., de faire tout ce travail néo-communiste de propagande, oublient que, dans l'histoire de l'humanité, des riches, il y en a toujours eu. Il y a eu des rois, il y a eu des pillards, il y a eu des condottières, il y a eu des pirates, il y a eu des tas de gens qui s'enrichissaient. Comment ? En réunissant une troupe et en pillant les gens qui avaient des choses mais qui ne pouvaient pas très bien les garder, ou en asservissant des gens et en les faisant bosser pour eux, quoi. Donc, et le capitalisme est le seul système où tu peux devenir riche parce que tu vends un service à des gens, d'accord ? Pas parce que tu les pilles. Là, ce que je trouve que le pire abus, en fait, en termes historiques et sémantiques, c'est
faire passer les capitaines d'industrie pour des pirates, pour des brigands de grand chemin, en fait. Je veux dire, c'est ça qui... de faire passer Jeff Bezos pour un pirate, en fait. D'accord ? Jeff Bezos est devenu Jeff Bezos parce qu'il a créé un service pour des milliards de personnes, littéralement, en fait. D'accord ? Et donc, c'est en servant les autres qu'il a accumulé cette richesse, parce que les gens se sont dit, ah oui, mais c'est génial le service qu'il me fait, je vais le payer pour ça. Mais et le capitalisme est le seul système qui permet ça, d'accord ? Les autres systèmes historiques, on sait, il y a toujours eu des riches, mais c'était pas par ce moyen-là, en fait. Et les cocos d'aujourd'hui essayent de te ramener toujours, les industriels et les capitalistes, à ces modèles, justement, de pillards du Moyen-Âge ou d'avant, en fait. Et ça, c'est véritablement un pur mensonge, en fait. D'accord ? Le capitalisme est justement le seul système qui permet à quelqu'un qui travaille honnêtement, qui fait des choses honnêtes. Je ne dis pas que quelqu'un ne peut pas abuser de sa richesse une fois obtenue, etc. Bien sûr qu'il peut abuser, mais je te parle que quand même, il existe, à la différence de tous les autres systèmes du passé, dans nos systèmes, des façons d'arriver à une richesse considérable par des moyens extrêmement honnêtes, en fait. Et parce que tu fournis un service à un nombre considérable de gens. Bon, Bill Gates, ok, on peut dire que le PC, c'est pas terrible, que Windows, c'est vraiment, par rapport à Linux, c'est vraiment de qualité. Peu importe, Windows, il a fait quelque chose qui a rendu un service populaire à des millions de gens, à des milliards de gens, et il est devenu milliardaire. D'accord ? Et c'est devenu que tout le monde a un PC aujourd'hui. Mais je crois que beaucoup de gens ne se rendent pas compte que c'est absolument unique par rapport aux autres systèmes du passé. En fait, je pense que quelque part, l'angle d'attaque typique sur ce genre de description faite par les gens de gauche, c'est le fait que dans les grands capitaines d'industrie, il y a beaucoup de petits magouilleurs, qu'à partir d'un certain niveau, il y a de la connivence qui s'installe entre... le monde industriel et le monde politique, et donc que typiquement tu peux toujours te dire en fait, pourquoi un Bill Gates a réussi, parce que peut-être que il a forcé le gouvernement à valider certaines choses, il a peut-être eu une espèce de monopole qu'il a mis en place sciemment pour empêcher certains concurrents de pouvoir vendre leurs propres solutions. Il y a des tas de petites magouilles dans tous les sens, en fait. Et je pense que ça dégoûte pas mal de gens. Mais effectivement, pour l'immense majorité des entreprises, peut-être plus à taille humaine, parce que là, on parle vraiment de géants, des multinationales avec des milliards en jeu. Nous, par exemple, nous faisons un commerce de livres. Nous nous enrichissons finalement fort peu de ce commerce, mais techniquement, malheureusement. Peut-être que nous ne sommes jamais qu'à un auteur particulièrement populaire d'atteindre une fortune immense, et cette fortune en fait serait le résultat du travail et de l'effort que nous avons fourni pour répondre aux attentes et aux besoins du plus grand nombre. Et... Oui, en tout cas, tu peux prendre l'exemple même d'une chaîne de restaurants populaire ou n'importe quoi, quelque chose où tu vas rendre un service. Ok, on a parlé des Bill Gates ou des Bezos, etc. Mais tu peux prendre n'importe... Il y a des gens qui ont fait des fortunes en créant des services pour les autres, et je veux juste expliquer que ça, c'est unique, d'accord ? Jusqu'au 19e siècle, quasiment jusqu'au 18e peut-être, t'avais toujours les gens qui s'enrichissaient, c'était ceux qui mettaient la main par la force sur une richesse produite
ailleurs en fait. Et tu veux nous parler peut-être de ceux qui s'enrichissent dans le communisme, parce que je crois qu'on n'a pas beaucoup parlé des communistes là pour l'instant. On va revenir à nos amis, les communistes. Tu sais, il y avait ceux qui pointaient à l'usine et qui avaient une médaille en chocolat qui disait qu'ils étaient les meilleurs travailleurs du mois. Et puis, il y a ceux qui vivaient dans des conditions matérielles beaucoup plus satisfaisantes. Et qui souvent, ils avaient des potes au parti. Il me semble qu'ils avaient une autre manière de s'enrichir. Oui, mais ça, c'est. Moi, genre, ils avaient de la manière de s'enrichir à l'ancienne, en fait. Là, encore une fois, oui, les communistes ont fait comme les mecs au Moyen-Âge, c'est-à-dire, c'est une bande une bande de voleurs qui met la main sur l'État et puis ensuite, et donc parasite l'ensemble de la société, en fait, c'est tout. Et en empêchant justement la libre entreprise et en empêchant quiconque du genre de gagner de l'argent grâce à son mérite et à son talent et à son acharnement. Non, tout ça, c'est impossible. La libre entreprise n'était pas possible. Et donc, ils ont juste vécu... Enfin, les communistes... On oublie à quel point, en fait, tout le monde te parle de la conquête de l'espace, Gagarine, tout ce qu'on fait, mais on oublie que, enfin, premièrement, le pillage industriel opéré par les Russes, en termes de ce qu'ils ont eux-mêmes inventé par rapport à ce qu'ils ont volé aux Occidentaux, mais en fait, le rapport est absolument écrasant, je veux dire, en faveur de l'Occident. Ils ont vraiment l'innovation russe, soviétique, était nul. Il y avait pas grand chose en fait. Ils arrêtaient pas de piller. C'est pour ça que d'ailleurs même tu le vois sur les livres copyright. Vous avez jamais remarqué sur les anciens exemplaires tout droit réservé, y compris au URSS. Vous avez jamais vu cette mention? C'était parce que les. Oui, mais pourquoi est-ce qu'il y avait ça? C'était parce que l'URSS, il prenait les bouquins, il les éditait, il payait pas les droits d'auteur à l'Occident. Je me suis toujours demandé comment ils c'est la façon. S'il n'y avait pas eu un vol ou un piratage ou une copie ou une duplication. Non mais comment un éditeur français vérifie? L'ayant droit pouvait s'assurer qu'il n'avait pas été piraté, parce que finalement tu peux écrire ce que tu veux dans un bouquin, à partir du moment où tu as un type qui est prêt à pirater, je suis pas sûr qu'il va s'arrêter parce qu'il voit marqué attention, ne me piratez pas, tu vois. Ah non, mais je sais pas, je pense que c'était juste une histoire c'était vraiment une manifestation, je pense, de l'énervement des éditeurs, que de toute façon, ils étaient impuissants vis-à-vis du cynisme soviétique / russe. Enfin, c'est un peu le même, de toute façon. Donc c'était ça, mais non, ils pouvaient rien vérifier du tout. C'est comme les emprunts russes, je dirais. Vas-y, va pour te les faire rembourser, c'est pas. Donc bon, non, mais c'est Enfin, il y a des gens qui ont fait, il y a pas mal de gens qui ont fait aussi des fortunes au marché noir. Il y a tous les trafics, en tout cas il y avait vraiment. Forcément, dès que tu n'as pas un marché libre, le marché noir va compenser ça parce que la demande n'a pas disparu parce que tu as décrété que la demande va être planifiée. C'est pas parce que toi tu as décrété qu'elle va être planifiée qu'en fait elle n'existe pas. Donc si elle existe au marché noir, et donc il y a des gens qui ont fait des fortunes au marché noir, bien sûr. Après tu avais des procès, le parti essayait de réprimer tout ça un petit peu, mais même. Encore une fois, le conseil de lecture, il y avait Alain Besançon, dont on a déjà parlé, a écrit un très bon livre qui s'appelle Anatomie d'un spectre. Alors, Alain Besançon était un peu plaisantin parce qu'il. Le spectre, vous savez, c'est une allusion à un spectre entre l'Europe et le spectre du communisme. C'est le début du manifeste du Parti communiste, et donc
il a écrit Anatomie d'un spectre, c'est-à-dire que il a fait vraiment une analyse de l'économie soviétique en 1980, donc voir un peu le PIB, tout ça. Est-ce qu'on peut comprendre ce qui se passe en fait? Et il t'explique que grosso modo, il y a 30% qui va à l'armée en fait. Ça, ouais. Littéralement 30% du PIB qui va à l'armée, et que le PIB de l'armée en fait c'est le seul truc à peu près rationnel en fait, parce que là quand même il faut pas qu'ils déconnent, tu vois. En fait pour l'armée faut quand même pas, ils peuvent pas trop falsifier les chiffres, parce que quand même pour l'armée ça rigole pas. Là il y a le test du réel, tu comprends, il y a le test du réel, donc bon, et par rapport à l'armée tout le reste est vaguement est extrêmement flou en fait. Tout le truc que tout ce qui est déclaré, les dépassements de plans sont tellement fantaisistes qu'ils ne sont pas fiables du tout en fait. Mais voilà, je vous laisse rigoler avec ça. Bon, mais en tout cas, on est loin du pardon et de Charlie Kirk, mais j'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie encore une fois. Oui, je pense qu'on va s'acheminer tranquillement vers la fin du podcast. Oui. On a effectivement exploré pas mal de sujets très différents, et en même temps, peut-être que tu sais, moi je me dis, je pense qu'on fait partie peut-être des seuls à parler de ce genre de thématique publiquement, parce que il y a beaucoup de sujets, tu vois, les sujets d'envie, de jalousie, de ressentiment, des choses comme ça, qui finalement sont pas tellement abordés par des commentateurs d'actualité, des streamers, des twitchers, tout ce monde-là, parce que c'est un peu plus psychologique, un peu plus profond peut-être que ce qu'ils ont l'habitude de commenter. Donc je pense qu'il y a des gens à qui ça fait plaisir qu'on parle de ça avec un peu plus peut-être de détails, un peu plus de... Moi, je crois pas que ce soit si profond. L'envie est un truc extrêmement simple à comprendre. Je te rencontre. L'envie est un truc tellement simple qu'il n'y a pas besoin d'avoir des volumes de Judith Butler, tu vois, pour comprendre. C'est pas... C'est très très simple de comprendre l'envie et de comprendre que c'est mauvais en fait. Mais je pense que si tu dénonces ça, en fait, tu tires le tapis sous les pieds de beaucoup de gens qui font des choux gras à analyser des pseudo injustices et des trucs. Il y a énormément de trucs qu'ils appellent injustices qui ne sont que l'effet de leur propre envie, etc. Parce que si tu élimines, justement, si tu veux pas avoir l'envie, si tu ne veux pas respecter les principes de propriété, d'accord, les principes de propriété, de liberté, d'accord, parce que c'est ça. Si tu regardes, mais en fait, un tel il gagne ça, un tel il gagne ça, il devrait gagner, et tu pars avec la hache, il devrait gagner pareil. Pourquoi il devrait gagner pareil? Il n'y a aucune raison. Et en général, il devrait gagner pareil que toi. Je ne sais pas si tu as réalisé que souvent, c'était chacun pouvait... au passage, moi, j'en finis pas de cogiter sur cette distinction entre propriété privée et propriété personnelle. Parce qu'en fait, il se trouve que... plus le temps passe et plus je vois des allusions un peu subtiles. Alors, dans un film, il n'y a pas très longtemps, je voyais que Thomas Sowell disait dans un article scientifique que, en fait, il considérait que c'était potentiellement, selon certains des analystes, en fait, juste une stratégie qui permettait de se mettre un peu des gens de son côté, sans forcément avoir le sens profond que ce que le marxiste moyen a tendance à attribuer à ces concepts. Le marxiste moyen se dit qu'en fait, non, mais c'est par rapport aux propriétés des moyens de production, c'est un truc vraiment super complexe, c'est bien défini, tout ça. Et en fait, il disait, non, en fait, quand on va au bout de la logique, en réalité, la plupart de ces concepts sont un peu flous, donc en fait, on peut passer de l'un à l'autre. Du coup, est-ce que c'est pas finalement juste une astuce pour convaincre le pécor moyen que lui, il a quelque chose de légitime, mais que les autres, ils ont un truc qui est pas légitime? Et je me demande si en fait, c'est pas justement cette espèce de flou artistique qui permet de se dire que ce que les autres ont que je n'ai pas, j'ai le droit de l'abolir, tu vois, parce que là, pour le coup, j'ai une bonne raison, ils ont de la propriété privée. Alors que moi,
moi, je n'ai que de la propriété personnelle. Je n'ai rien, en fait. Et on pourrait très bien se demander... enfin, moi, j'ai rarement vu des gens dire... voilà, après une analyse rigoureuse de mes biens de propriété personnelle et de propriété privée, en fait, j'ai réalisé que mon téléphone me permettait aussi de répondre à mes mails professionnels, que donc c'était un outil qui permettait de générer des revenus potentiellement. Du coup, en fait, je vais m'en débarrasser parce que je considère que je n'ai pas le droit de posséder ce téléphone. Tu peux pousser la logique encore plus loin. Ton corps te permet de travailler, donc il peut te permettre de gagner du capital. Donc en fait, est-ce que ton corps est une propriété personnelle ou une propriété privée? Est-ce que ton corps n'est pas un moyen de production? Et surtout ton cerveau, surtout le tien, d'accord? Parce que le tien est quand même, il a un rendement un peu supérieur à la moyenne. Je trouve que quand même, il peut rentrer très vite dans la catégorie moyen de production, propriété privée là. Tu vois, il va falloir faire un petit peu une lobotomie, mon cher, parce que là je trouve que tu vois, il faut que tu te fasses don de quelques cellules grises, hein. Et imagine si ton corps qui est une propriété privée, d'un seul coup, pour résoudre les problèmes d'inefficacité du capitalisme, il faudrait par exemple le nationaliser. Qu'est-ce qui se passe? Ça s'appelle travail forcé pour tous. Il se passe ce qui s'est passé. Ça s'appelle travail forcé pour tous. Il s'est passé dans les goulags. Ouais, oui, c'est ça. Non, mais c'est pas. Non, mais moi je trouve que les gens qui sont très à cheval sur des principes. Attends, mais les principes, ils en gardent qu'un, l'égalité de résultats, qui n'est pas un principe, qui est un constat sociologique au plus, mais le principe de propriété, par contre, ça c'est un principe, hein, d'accord? Ça c'est un vrai principe, le respect de la propriété privée, le respect de la liberté, ça c'est un vrai principe aussi, et les deux sont liés, d'accord? Parce que il ne peut pas y avoir de liberté si tu ne peux pas produire justement les conditions réelles de ta propre vie. En fait, on en a déjà parlé de ça, mais ça, ce sont des vrais principes. Ce qui m'effare toujours avec un certain discours de gauche, c'est surtout cet aspect extrêmement inculte de gens qui t'expliquent que la culture est forcément de gauche, que les principes moraux sont forcément de gauche, alors que tout ça n'est qu'une culture du ressentiment, et il y a un coin véritablement très poussiéreux de la culture universelle, en fait. C'est la grande, ça c'est mon petit laïus sur la culture, la grande culture. Tous les grands auteurs en fait sont de droite, en fait, d'accord. Je veux dire, si on peut dire ça comme ça. Dostoïevski, tu prends Proust, tu prends, on va pas parler de Céline, mais tu prends. Est-ce que Racine était de gauche? Est-ce que Montaigne était de gauche? D'accord. Voilà, c'est vraiment. Est-ce que Baudelaire était de gauche, tu vois? C'est vraiment. Mais c'est très bien Jean-Paul Sartre. Je comprends pas pourquoi tu dis ça, Rado. Bon. Enfin. Non, pour être honnête, j'ai toujours trouvé un peu détestable la comptabilité des grands penseurs, auteurs, intellectuels, ce que tu veux, pour les attribuer en disant lui il était de gauche, lui il était de droite. Donc je vais pas rentrer. Oui, moi aussi je trouve ça. Bon, écoute mon cher Rado, je crois qu'on peut inviter les gens par contre à aller découvrir de grands penseurs, de grands auteurs dans notre catalogue, donc toujours édition-carmin.com. Je fais l'effort dernièrement de mettre des citations régulièrement de certains de nos auteurs sur X, anciennement Twitter. Donc si vous avez X, vous pouvez aller suivre le compte de Carmin, comme ça vous aurez aussi les actualités si jamais on a des nouveaux projets, des mises à jour sur certaines de nos conditions. Par exemple, si jamais on a des problèmes pour les expéditions, si on a des bonnes nouvelles pour les campagnes Tipeee, ce genre de choses. Les gens qui ont participé aux campagnes Tipeee, d'ailleurs, on les invite à regarder régulièrement leurs mails.
Je dis ça maintenant parce que je sais que il y en a beaucoup qui ne regardent pas leur mail très souvent. Oui, parce qu'il y a une messagerie, Tipeee, d'accord. Il y a certains d'entre vous qui ont découvert qu'il y avait une messagerie Tipeee interne, où il y a une messagerie Tipeee interne que nous utilisons pour vous tenir au courant de l'avancement des projets. Donc, regardez, découvrez l'interface. Nous l'utilisons, donc c'est important. En théorie, dans moins d'un mois, non, on lance une nouvelle campagne, n'est-ce pas? On peut déjà en parler peut-être un peu. A priori oui, et puis dans moins d'un mois normalement les gens auront tout. Ouais, non, je pense que là tu es un peu cavalier. Je pense que ouais, je pense que tu es un peu cavalier, mais aïe, c'est pas possible. Cette 5e relecture ne se terminera donc jamais. C'est même pas la relecture là, non, Sexual Desire, c'est véritablement un livre très important, mais vous verrez tout le travail qu'on y aura mis dedans. Vous imaginez pas, il y a 1000 notes, d'accord, il doit y avoir 1000 notes de bas de page, donc ça a été titanesque. Voilà. On remercie encore une fois tous les gens qui nous suivent et tous les gens qui nous ont écoutés jusqu'ici. Portez-vous bien et on vous retrouve dans 2 semaines.